Bonjour à toutes et à tous, c'est Paléo News, l'émission qui fait des news avec du vieux. Alors ce Paléo News, je l'enregistre un petit peu en avance parce que en réalité, à l'heure où vous voyez cette vidéo, je suis certainement encore sur le terrain en train de faire des fouilles dans le carou. Donc j'ai enregistré ce Paléo News en avance afin que vous puissiez le voir pendant que je ne suis pas là, afin d'occuper la chaîne, d'alimenter la chaîne pendant que je suis pas là. Donc il est possible qu'il y ait des choses qui soient sorties entre deux et que je ne traite pas dans ce Paléo News, mais si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, je les traiterai dans le prochain Paléo News, ne vous inquiétez pas. Là, l'actualité a déjà été suffisamment chargée pour justifier l'existence de ce premier Paléo News, ne vous en faites pas, il y a plein de choses à raconter, notamment ces dernières semaines. On a eu le droit, notamment, à Stan, le T-Rex Stan, qui avait été vendu pour la somme exorbitante de quasiment 32 millions de dollars en 2020, aux enchères, il avait été vendu. Une vente qui avait suscité l'indignation, parce que le vendeur était anonyme. Donc le squelette avait littéralement disparu. On savait pas qui l'avait acheté, on savait pas où il était parti, on savait pas si le squelette serait de nouveau accessible. Bref, on ne savait rien de ce qui était arrivé à Stan, il était pour ainsi dire disparu. Et donc on a ce journaliste, Michael Greshko de National Geographic, a retrouvé la trace de Stan à Abu Dhabi. Donc c'est pas une énorme surprise, puisque, je veux dire, pour pouvoir claquer 32 millions de dollars dans un truc aussi futile qu'un squelette de T-Rex, sachant que les moulages coûtent beaucoup moins cher et sont tout aussi intéressants, je veux dire, pour claquer une somme aussi énorme, il fallait évidemment que ça vienne des Émirats, du moins on se doutait bien que ça devait venir de quelque part par là. Et donc bingo, ça vient des Émirats Arabes Unis, mais alors la bonne nouvelle c'est qu'ils vont s'en servir pour faire un musée. Donc le voilà, le Muséum d'Histoire Naturelle d'Abu Dhabi, annoncé par le département de la Culture et du Tourisme d'Abu Dhabi, a déclaré officiellement que c'était eux qui avaient acheté Stan. On pourra toujours se réjouir que le squelette de Stan finit dans une collection publique, vu que c'est un muséum d'histoire naturelle, il va finir en collection publique. Il n'empêche que la vente de Stan reste quand même, a posé un précédent et reste un problème, parce que Stan, je le rappelle, a été collecté par des paléontologues privés, une compagnie privée qui est spécialisée dans le pillage, Donc ça reste un problème puisque cette compagnie s'est fait littéralement des testicules en or massif lors de cette vente. 32 millions de dollars quand même, c'est pas rien. Donc ça a financé littéralement le pillage de plus de sites, puisque cette compagnie évidemment faisant un profit va continuer ses activités. Donc d'une, ça finance le pillage de sites, et de deux, chaque nouvelle vente de T-Rex aux enchères est un nouveau record. Donc le problème, c'est que les musées, ils ont pas ces moyens-là. Donc la plupart des musées du monde sont pas capables de s'offrir ce genre de choses. Voilà. Y a guère qu'en Chine et aux Émirats qu'on va avoir des gens qui auront une chance de débloquer un budget aussi colossal. Et de fait, c'est notamment pas les musées des États-Unis qui pourront profiter de ces fossiles qui viennent des États-Unis, justement, par exemple. Donc non pas qu'il manque de T-Rex, mais ça veut dire qu'en gros, dans le futur, on peut s'attendre à ce que de moins en moins, les musées aient de moins en moins la chance de pouvoir acheter des fossiles aux collectionneurs, et du coup, ils aient de moins en moins la chance d'empêcher ces fossiles de finir dans des collections privées, parce que là, pour le coup, on a eu du bol avec Stan, entre guillemets. Stan va finir dans une institution publique, on a eu du bol, mais voilà, ça a ouvert la porte, ça a mis en place un précédent. Qu'est-ce qui va arriver par la suite avec les futurs fossiles de T-Rex qu'on va découvrir ? Nul ne le sait, et il est fort probable que les musées n'aient pas vraiment leur mot à dire, c'est ce que rappelle donc intelligemment cet article de National Geographic, donc ce qui est dit ici. Il est fort probable que les musées ne puissent plus participer à la course, au sauvetage de ces fossiles, que les prix exorbitants de ces fossiles augmentent le pillage, parce qu'évidemment, la perspective de pouvoir se faire 32 millions de bouboules, c'est pas une opportunité que qui que ce soit dans le monde a les moyens de laisser passer, j'ai envie de dire. Et vous inquiétez pas que ici, en Afrique du Sud, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, Il y a les gens, ils ont entendu la nouvelle que, on vend des fossiles de dinosaures à 32 millions, et on a plein de fossiles de dinosaures chez nous.
Vous voyez. Et puis bah il y a aussi le fait que aux États-Unis, là c'est un problème, c'est pas un problème qu'aux États-Unis d'ailleurs, mais en gros les propriétaires terriens ne vont plus laisser l'accès qu'aux gens qui ont les moyens de vendre les fossiles à max de pépettes. C'est-à-dire que les musées, on n'en veut pas des musées. Les musées, pourquoi vous voulez laisser un chercheur venir sur votre terrain ramasser un fossile gratos, alors qu'à côté de ça, le Black Hills Institute, donc ces compagnies privées, une de ces grandes compagnies privées qui se spécialisent dans la collecte et la revente de fossiles, si vous laissez le Black Hills Institute venir, vous pouvez espérer un beau petit dividende, un beau petit profit en les laissant eux venir plutôt que les musées. Voilà. Tout ça, c'est des problèmes qui ont été créés par la vente de Stan. Donc oui, Stan a été sauvé, mais comment dire, le mal est fait. Voilà, c'est déjà trop tard en fait, le mal est fait. On reste dans les T-Rex avec la fameuse étude qui avait annoncé qu'il n'y a pas qu'une seule espèce, Tyrannosaurus rex, mais qu'il y a en fait 3 espèces de Tyrannosaurus, Tyrannosaurus regina, Tyrannosaurus imperator et Tyrannosaurus rex. Alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous mets le lien dans la description, j'en ai déjà parlé en détail, donc je vais pas m'étaler sur cette étude plus que ça, je vais peut-être juste répondre à quelques questions et rappeler rapidement ce que c'était que le contexte de cette étude. Mais en gros, le contexte de cette étude, c'est on sait depuis au moins les années 90 qu'il y a 2 morphes chez T-Rex, un qui est robuste, l'autre qui est gracile. Donc un avec des os épais et l'autre avec des os plutôt fins. La question c'était, est-ce que le morphe robuste et le morphe gracile seraient pas 2 espèces différentes? Et donc cette étude répond à cette question en se disant, est-ce qu'il y aurait pas 2 espèces différentes? Et ben ils vous répondent, si, il y en a 3. Et c'est le problème principal que j'ai avec cette étude et que j'explique dans l'autre vidéo. Voilà. On part avec 2 morphes et on finit avec 3 espèces. C'est incompréhensible. C'est un article qui globalement, alors quand on voit ici, il a été soumis le 12 mai 2021, il a été accepté le 28 janvier 2022. Ce qui veut dire qu'il a passé quasiment 9 mois dans les tuyaux, certainement à faire du ping-pong en fait entre les auteurs et les reviewers. Les reviewers, ce sont les autres. Quand on parle de revue par les pairs, les reviewers, ce sont les pairs en question qui sont des spécialistes eux-mêmes et jugent la teneur scientifique en fait de l'article avant qu'il soit publié. Donc évaluent la teneur scientifique de l'article. Donc ça, 9 mois dans les tuyaux, ça veut dire qu'il y a probablement eu pas mal de ping-pong en fait entre les deux, entre les reviewers et les auteurs. Et ça doit aussi vouloir dire que l'article en fait ça doit expliquer en gros le côté un peu Frankenstein de l'article en fait. Cet article, il a une structure un peu bizarre. Vous regardez la première figure par exemple, c'est le symptôme typique du côté Frankenstein de cet article. Vous regardez la figure 1 et regardez les panneaux B, A, E, D, C, F. Pourquoi pas dans l'ordre alphabétique, me direz-vous? Vous ne le saurez jamais. Vous ne le saurez jamais. Et c'est marrant parce qu'on en discutait du coup avec des collègues et mes collègues m'ont dit, bah tu sais, je m'étais même pas rendu compte que la figure 1 elle était complètement mélangée comme ça. Et on a fini par conclure que mais oui, c'est normal que tu te sois pas rendu compte que la figure 1 était tout pétée, c'est parce que la figure 1 ne sert à rien. Les figures ne servent pas à grand chose globalement dans cet article. À part cette figure-là, la figure 3 qui montre les incisives, donc il y a 2 petites incisives dans certains des squelettes de tyrannosaures, alors que d'autres squelettes de tyrannosaures ont une seule petite incisive. Et la deuxième incisive est grosse, du coup. Donc 2 petites incisives ou une seule petite incisive, ça n'illustre quasiment rien. Je veux dire, si vous arrivez à comprendre ce qui est illustré là, bah, tant mieux pour vous. Et puis après, le reste, c'est des graphes. Donc c'est un article de taxonomie, enfin des graphes et des tableaux. C'est un article de taxonomie qui ne montre aucun fossile. Ce qui est quand même un peu dommage pour un article de taxonomie. Pareil, le moment où il liste, c'est pareil, ce graphe-là, il n'illustre rien. Hein. Vous imaginez que c'est l'évolution de Tyrannosaurus au cours du temps? Pas du tout. Ça, c'est Gorgosaurus, et ça, c'est Albertosaurus. Donc Tyrannosaurus, il est là. C'est ces deux-là, Tyrannosaurus. L'un est un morphe robuste, et l'un est un morphe gracile, si je ne m'abuse. Voilà, donc... Et pareil, hein, la différence entre robuste et gracile sur ces reconstructions, là, ben, je vous invite à essayer de la voir, moi je la vois pas. Donc les graphes, voilà, les figures servent pas à grand chose, n'illustrent pas grand chose du moins.
La partie systématique n'a aucun espace, donc là, dans ce paragraphe, dans ce gros paragraphe-là, il y a trois nouvelles espèces, du coup, de tyrannosaures. Alors, Regina, il commence là, vous voyez. Tyrannosaurus Imperator commence là, et Tyrannosaurus Rex commence là. Et tout ça est d'un bloc. Blah. Donc là, il y a un éditeur, par contre, qui a pas fait son boulot. Donc, vous voyez, c'est ça que je veux dire, l'article, il a passé longtemps dans les tuyaux, et pourtant donne encore l'impression de pas avoir passé suffisamment de temps dans les tuyaux. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième, comme j'ai dit, le deuxième gros problème, c'est qu'il y a 2 morphes et qu'il conclut à 3 espèces. Et là où c'est intéressant au niveau des résultats, c'est que donc l'hypothèse de l'observation de base, c'est il y a 2 morphes, l'un gracile, l'autre robuste. Et donc du coup, quand ils font un diagramme, quand ils quantifient cette robustesse, la robustesse des os, et font un diagramme de la robustesse, ils trouvent que la robustesse en fait a une distribution qui est normale. Et cette distribution normale, ça veut dire une chose simple, ça veut dire que vous avez une courbe comme ça, en cloche, avec la moyenne de robustesse au milieu, ce qui veut dire qu'en fait la moyenne de robustesse est la condition, une robustesse moyenne est la condition primordiale chez Tyrannosaurus, ce qui en gros veut dire qu'il n'y a pas de différence réelle entre robuste et gracile. Ce sont pas 2 catégories séparées, il y a un véritable continuum entre les deux. Le seul moyen d'interpréter ça correctement, c'est de dire il y a qu'une espèce. Et à côté de ça, ils nous disent oui, mais non, c'est pas qu'une seule espèce, parce que quand on compare la robustesse de Tyrannosaurus, et c'est le graphe que je vais vous montrer, voilà, quand on compare la robustesse totale de Tyrannosaurus, la dispersion autour de la droite de régression ici, elle est gigantesque, plus grande que celle quand on unit tous les tyrannosaures. Donc là, vous avez la droite de régression, et effectivement, la dispersion autour de la droite de régression est plus faible chez tous les autres tyrannosaures que chez Tyrannosaurus. Donc ça veut dire que là, sachant qu'il y a plusieurs genres de tyrannosaures, vous avez le binôme genre-espèce, Tyrannosaurus rex, là on a Gorgosaurus, Albertosaurus, etc., etc. Quand on compare Tyrannosaurus à tous ces autres genres, en fait la variabilité de robustesse entre tous les genres de Tyrannosaurus est moins grande que celle à l'intérieur de Tyrannosaurus rex. Donc ils disent, vous voyez bien que ça fait plusieurs espèces. Et là la réponse c'est non, ça veut dire qu'il y a plusieurs genres à l'intérieur de Tyrannosaurus. Déjà, quantifier cette variabilité, c'est pas forcément très pertinent, mais quand bien même on la considérerait pertinente, cette variabilité de robustesse, ça voudrait dire qu'il y a plusieurs genres à l'intérieur de Tyrannosaurus. Or, encore une fois, qu'est-ce qu'il conclut ? Il conclut pas qu'il y a 3 genres de Tyrannosaurus, il conclut qu'il y a 3 espèces. Leur conclusion n'a aucun sens. C'est un peu dommage. Donc je pense pas que cet article fera date, je ne pense pas que cette division de Tyrannosaurus en 3 espèces fera date, parce que cette division n'a pas vraiment de sens, en réalité, par rapport à leurs propres résultats, Je veux dire, c'est pas que je suis contre le fait de diviser Tyrannosaurus en 3 espèces, c'est pas parce que Tyrannosaurus c'est mon jouet chéri favori, c'est mon dinosaure préféré, nanana, non, ça a rien à voir, c'est vraiment, il y a une observation de base, 2 morphes, des résultats, un qui indique qu'il y a une espèce, un qui indique qu'il y a plusieurs genres, et une conclusion qui n'a rien à voir ni avec cette observation, ni avec les observations de base, ni avec les résultats. D'après ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, les spécialistes des tyrannosaures ont fait leur choix et, à mon avis, ne vont pas suivre les conclusions de cet article. Donc, Tyrannosaurus rex a encore de beaux jours devant lui. On continue avec une autre star du Crétacé, le fameux Spinosaurus. Spinosaurus qui, oh surprise, encore publié dans la revue Nature, et oh surprise, on nous annonce qu'il est aquatique. Dis donc, on s'y attendait plus, à force. Donc c'est toujours la même équipe, Nizar Ibrahim et ses collègues, investis de la tâche de démontrer au monde que Spinosaurus était bel et bien aquatique, et cette fois, ils ont regardé les sections des os, donc des os longs mais aussi des côtes, et ce qu'ils ont constaté, c'est que les os étaient très épais chez Spinosaurus, donc les os étaient ce qu'on appelle pachyostéosclérotiques. Donc pachyostéosclérotique, ça veut dire os dense et épais. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et c'est un caractère qu'on retrouve effectivement essentiellement chez les espèces aquatiques. Alors pas n'importe lequel espèce aquatique, les espèces qui sont aquatiques mais pas pélagiques. Donc ça veut dire qu'ils vivent dans l'eau mais pas en haute mer. Parce que en haute mer, on a les cétacés par exemple qui vivent en haute mer et eux, leurs os
En tout cas, la plupart de leurs côtes, de leurs os, c'est-à-dire leurs côtes et leurs os longs, les os du bras, ne sont pas pachyostéotiques. Il y a que les os de l'oreille chez les cétacés qui sont réellement, et un petit peu le museau, qui sont pachyostéosclérotiques chez les cétacés, mais les os des membres et des côtes ne sont pas pachyostéosclérotiques, ils sont au contraire très spongieux. Donc c'est vraiment les espèces qui vivent dans un environnement d'eau peu profonde qui ont les os pachyostéosclérotiques. Et ça, c'est ce qu'on trouve donc chez Spinosaurus, ce qui démontrerait donc que Spinosaurus est définitivement aquatique. Ceci étant dit, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi ça finit publié dans Nature, parce que c'est déjà ce qu'il disait en 2014, Nizar Ibrahim. Hein. En 2014, dans la liste des arguments pour dire que Spinosaurus était semi-aquatique, il y avait déjà les sections osseuses des os longs et des côtes, qui figurait dans cette liste, et il disait déjà que ces os étaient épais et denses. Donc oui, c'est un peu curieux du coup de voir ça publié dans une très très grande revue, alors que c'est finalement pas si nouveau que ça. Les seules choses nouvelles, donc, c'est qu'ils ont aussi inclus Baryonyx et Suchomimus. Alors Baryonyx a des os qui sont pas aussi épais et denses que Spinosaurus, mais qui le sont quand même un peu, ce qui veut dire qu'il était un petit peu semi-aquatique. Et puis vous avez Suchomimus, qui lui par contre a les os plutôt fins. Vous voyez que comparé à Tyrannosaurus ici, c'est pas si différent de ce qu'on voit chez Tyrannosaurus. Là on a un autre dinosaure, Anthetonitrus, qui est un sauropode, vous voyez, c'est pas si différent que ça non plus. Donc à côté de ça, vous avez le caïman ici, qui est donc semi-aquatique, et qui, lui, a encore, vous voyez, une bonne fenêtre là au milieu de ses os. Là, ça, ce n'est même plus là chez Spinosaurus. Donc voilà, là sur le graphe, ici, qui est un graphe très intéressant et qui, à mon avis, résume à peu près tout. Donc sur ce graphe, vous avez en rouge tout ce qui est terrestre, vous avez en bleu tout ce qui est aquatique, alors eux, ils appellent ça les plongeurs. Et donc, dans ces animaux aquatiques, en fait, plus vous vous déplacez dans cette direction, vers en haut à gauche, plus vous êtes fortement aquatique, en gros. Donc, plus vous vous éloignez des terrestres, en fait, et plus vous êtes aquatique. Donc là, vous avez l'hippopotame, qui est pas très très aquatique. Et en haut à gauche, vous avez des cétacés comme Maiacetus. Voilà, donc Spinosaurus, il est quand même assez éloigné des terrestres. Ceci étant dit, la séparation n'est pas parfaite, puisque vous voyez quand même que Ichthyosaurus, qui est quand même fortement aquatique, se trouve là. Mais, encore une fois, Ichthyosaurus, c'est un animal pélagique, et les animaux pélagiques ont les os plus poreux. Vous voyez que là, Ichthyosaurus, on a plus le pattern qu'on retrouve chez les cétacés avec des os poreux, qui sont vraiment ce sont vraiment des animaux qui vivent dans un milieu pélagique, qui ont les os poreux. Alors chez les cétacés, je sais pas à quoi ça servait chez les ichthyosaures, mais chez les cétacés, ça sert à stocker la graisse. En fait, ils ont la graisse sous-cutanée qu'ils ne peuvent pas utiliser comme réserve d'énergie parce que ils en ont besoin pour conserver la chaleur de leur corps. Donc, c'est la graisse qu'ils stockent à l'intérieur de leurs os qu'ils vont utiliser comme réserve d'énergie, quoi. Donc, c'est pour ça que les cétacés ont les os poreux. J'ose imaginer que c'était la même chose pour les ichthyosaures, mais bon, les ichthyosaures étant du côté reptile de la force, peut-être que c'était quelque chose de différent. Mais en tout cas, là, il n'y a pas trop de doute sur le fait que Spinosaurus, il tombe du côté aquatique de la force. Franchement, voilà, il n'y a pas trop de doute à avoir sur les conclusions de cet article, à mon sens. Et ça se voit bien aussi sur les comparaisons, je veux dire, on va pas que croire les chiffres quand on nous les montre, hein. Ça se voit assez bien sur les comparaisons, donc si j'arrive à trouver les spinosaures. Donc voilà, Spinosaurus et Baryonyx, hein, qui ont des os quand même super épais, donc si on les compare au-dessus à des animaux franchement aquatiques, donc voilà, un phoque par exemple, Rhodocetus, qui est une baleine à quatre pattes, comme Maiacetus, mais qui était déjà très très franchement aquatique, Indoius, qui est un cétacé très 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 basal, qui était encore assez terrestre, vous voyez qu'il a encore une petite fenêtre, donc cette épaisseur et cette densité du cortex osseux est vraiment un très très bon indicateur du mode de vie. Et là on a Ichthyosaurus, hein, par exemple, où là l'os est vraiment très très spongieux. Là, on a Basilosaurus qui vivait, donc on a retrouvé essentiellement dans des environnements peu profonds, et vous voyez, c'est cohérent avec une épaisseur et une forte densité du cortex osseux. Donc il y a un très très fort signal, là, qui est indéniable. Hein, le fameux Spinosaurus était semi-aquatique, Baryonyx était semi-aquatique, voire très aquatique, mais d'environnement d'eau peu profonde, puisque c'est, encore une fois, cette épaisseur osseuse, elle sert de ballast pour se maintenir sur le fond de l'eau.
Or, quand vous êtes pélagique, vous avez plus le fond de l'eau, il est à plusieurs milliers de mètres. Vous n'avez plus vraiment besoin de ça. Il va falloir développer d'autres adaptations pour devenir pélagique. Donc, Spinosaurus, il était au moins aussi aquatique, je vous ai montré tout à l'heure, hein, qu'un phoque ou qu'une baleine à quatre pattes, quoi, de l'Éocène. Baryonyx, il l'était probablement un petit peu moins aquatique. Et Suchomimus, là où c'est intéressant, c'est que lui ne l'était probablement pas du tout ou presque pas du tout. Et donc ça montre une certaine diversité au sein de ces spinosaures. Tous les spinosaures n'étaient pas forcément très 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 aquatiques. Spinosaurus était à un extrême et Suchomimus était à un autre extrême. On continue avec de la paléobiologie de dinosaures, mais cette fois on retourne sur Terre avec les sauropodes et cette étude donc parue dans Current Biology, un autre grand journal qui reconstitue en fait la démarche des sauropodes. Alors là sur la figure ça se voit pas très bien, donc je vais vous mettre une petite vidéo là maintenant tout de suite. Donc sur cette petite vidéo en fait vous allez voir que il reconstitue la démarche des sauropodes donc basée sur des empreintes de pas. Voilà, ils ont étudié toute une piste d'empreintes de sauropodes pour arriver à déterminer quelle était la démarche des sauropodes, enfin du sauropode qui a fait cette piste, donc qui est attribuée à un truc qui était proche des brachiosauridae. Et donc ce qu'il reconstitue en fait, c'est que ce sauropode marchait avec un pattern diagonal, on va dire. Donc la jambe et le bras opposés l'un à l'autre en diagonale bougeaient à peu près en même temps. Et donc ça ressemble un petit peu au trot des chevaux en fait. Donc pendant le trot, un cheval va faire la même chose, à savoir bouger le bras droit, la jambe gauche, puis le bras gauche avec la jambe droite, puis le bras droit avec la jambe gauche, puis le bras gauche avec la jambe droite, donc avec un pattern alterné en fait, diagonal. Donc apparemment c'est comme ça que se déplaçait le sauropode qui a fait cette trace. Et ça c'est intéressant parce qu'en fait c'est pas vraiment ce qu'on voit chez les animaux de grande taille aujourd'hui. Les mammifères de grande taille comme l'éléphant par exemple, ils vont avoir plutôt tendance, et on pensait que les sauropodes se déplaçaient comme ça, ils vont avoir plutôt tendance à avoir une démarche tripode, c'est-à-dire qu'ils vont bouger qu'un seul membre à la fois. Donc le bras avant, donc le bras droit avant, la jambe gauche arrière, le bras gauche avant, la jambe droite arrière, et en fait ils vont toujours avoir trois pieds sur... Enfin, c'est pas tout le temps, évidemment, il y a des variations chez les éléphants. C'est pas une loi absolue. Mais les éléphants, ils aiment bien faire ça parce qu'ils ont au moins tout le temps trois pattes sur le sol. Et quand on pèse très lourd, avoir le maximum de soutien au sol, c'est quand même intéressant. Et donc on pensait que les sauropodes faisaient quelque chose comme ça. Il y en a qui avaient proposé aussi que les sauropodes pouvaient marcher l'amble. Donc l'amble, c'est quand on bouge les deux pattes du même côté vers l'avant. C'est ce que font par exemple les girafes. Les girafes, elles marchent l'amble en avançant main gauche, pied gauche, et puis main droite, pied droit, puis main gauche, pied gauche, puis main droite, pied droit. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'amble. Et les éléphants, quand ils courent, enfin quand ils ne courent pas, les éléphants, ils marchent vite. Les éléphants ne courent pas, ne galopent pas techniquement, mais les éléphants, donc quand ils vont vite, pratiquent l'amble aussi. Mais par contre, l'idée de voir déjà des sauropodes marcher autrement qu'en position tripode, c'est déjà assez provoquant, parce que oui, on s'imagine pas un machin qui est je ne sais combien de fois plus gros qu'un éléphant, imaginer autrement qu'en gardant le maximum de surface au sol. Donc on s'imaginait bien quand même ces sauropodes bouger qu'une seule patte à la fois. Et si vous regardez par exemple, je crois que c'est sur la Terre des dinosaures, l'épisode qui est consacré donc aux sauropodes, vous les voyez bien marcher comme ça, c'est-à-dire ils marchent très lentement en bougeant une seule patte à la fois. Donc vous pouvez retourner voir sur la Terre des dinosaures, je crois que c'est là-dedans que c'est très très bien illustré. Et du coup, apparemment, ce n'était pas le cas. Apparemment, en tout cas, pour le spécimen qui a fait cette piste-là, ce n'était pas le cas. Lui, il marchait avec les pieds en diagonale, donc il se trouvait à un moment où il n'avait plus que deux pattes au sol. C'est ça l'idée. Et en bougeant les jambes et les bras en diagonale, comme ça, tac, et tac, et tac, il avait, un moment du mouvement, il n'avait plus que deux pattes au sol. Alors c'est les pattes diagonales, encore une fois, donc ça veut dire que le soutien au sol était quand même assez solide, mais la vache, la pression que les jambes devaient prendre, si c'était vrai, si c'est effectivement le cas, la pression que les jambes et les bras devaient prendre dans la tronche pendant cette phase où il restait plus que deux
pattes au sol, ça devait être assez ouf. Donc voilà, c'est provocateur, cette provocatrice, cette idée. On reste avec les dinosaures, mais cette fois, on se déplace en France, cocorico, avec un nouveau dinosaure qui a été décrit, alors surtout par des chercheurs basés en Espagne, apparemment, nouveau dinosaure, alors qui est pas vraiment une nouvelle espèce, puisqu'ils n'ont pas réussi à l'identifier, mais qui est basé quand même sur un joli fossile, qui est cette griffe. Cette belle griffe en forme de faucille qui doit vous rappeler nos amis les raptors. Alors cette griffe, elle vient de Fox-en-Fou dans le Var, et Fox-en-Fou, c'est un site qui est très connu puisque il a donné notamment le droméosauridé Variraptor, donc le raptor du Var, comme son nom l'indique. Variraptor vient de Fox-en-Fou, et donc maintenant il y a une nouvelle griffe qui semble appartenir à un droméosaure et qui vient du même site, et ça c'est très intéressant. Ils ont fait une analyse de cette griffe. Alors la griffe, elle est stockée au musée d'Esperanza, qui est pas vraiment dans le Var du tout, hein. Si on regarde la carte, le musée d'Esperanza, voilà, il est situé du côté de Perpignan, là par là. Donc bon, ça c'est un détail, hein, j'ai envie de dire. La chose importante, c'est qu'ils ont comparé du coup cette griffe à celle de Pyroraptor. Alors Variraptor, on connaît pas la griffe. Par contre, Pyroraptor, on connaît la griffe en forme de faucille de Pyroraptor. Et donc en comparant cette griffe MDE D25, donc musée d'Esperanza, musée des dinosaures d'Esperanza D25, à celle de Pyroraptor, donc les deux griffes en forme de fossile de Pyroraptor, et à celle d'autres raptors qui ont été découverts en Europe et ailleurs dans le monde, eh bien ils en concluent qu'il y a quand même une certaine ressemblance entre ce nouveau droméosaure de Fox-en-Fou et le Pyroraptor, le fameux Pyroraptor qui va d'ailleurs figurer dans la saga Jurassic World maintenant. Donc ça c'est quand même super intéressant parce que ça... Alors ils disent, ce nouveau spécimen ne permet pas de soutenir ou de réfuter la synonymie entre Pyroraptor et Variraptor. Donc je rappelle qu'on a deux droméosaures en France, mais certains chercheurs ont proposé qu'en fait ce n'était qu'une seule et même espèce. Mais en tout cas, moi ce que je trouve intéressant, c'est que sur le site où Variraptor a été découvert, on trouve une griffe qui ressemble beaucoup à celle de Pyroraptor. Et ça, enfin je veux dire, ils ont beau dire que ça n'a aucun rapport avec la question de la synonymie entre Pyroraptor et Variraptor, bah quand même, un petit peu. Si on trouve une griffe qui ressemble à Pyroraptor dans le site de Variraptor, bah quand même un peu. Donc c'est intéressant, ça rajoute une petite pierre à l'édifice, ça enrichit le registre fossile des dinosaures théropodes en France. Registre fossile d'ailleurs qui s'est trouvé très enrichi avec ce nouvel article dans Geodiversitas, la revue du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, par un étudiant qui s'appelle Évariste Monvoisin, sous la supervision de Ronan Alain, de Éric Buffetot et de Laurent Picot. Donc là, c'est cocorico à 200%. Ils ont étudié les théropodes des vaches noires et ils ont découvert donc qu'il y avait toute une variété de mégalosauroïdes et d'allosaures et un autre spécimen apparemment de Streptopondylus aldorfensis. Donc voilà, et puis il y a un résumé en français au moins, ça permet de comprendre si vous n'êtes pas anglophone. Je ne peux pas ne pas évoquer le fait que plusieurs des spécimens qui ont été étudiés ici sont dans des collections privées. Donc là, le matériel, bon après c'est un matériel qui est pas magnifique, enfin c'est un peu comme le droméosaure juste avant, ça reste assez parcellaire, mais vous voyez, il y a des jolies dents préservées, il y a des jolis bouts de fémur, des belles vertèbres, bon plus ou moins jolies, hein, on est bien d'accord, mais voilà, ça, regardez, c'est pas mal ça, c'est un petit maxillaire et une petite mandibule là, qui appartenaient peut-être ou peut-être pas au même crâne. J'imagine que là, s'ils le reconstituent sur le même crâne, c'est qu'il y a de bonnes raisons de croire que ça vient du même crâne. Donc il y a quand même des jolies choses dans ce matériel, mais bon, ça reste quand même du truc très parcellaire, on fait un peu ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi, hein, donc, mais bref. Oui, je ne peux pas donc ne pas évoquer le fait que la plupart de ces fossiles, ou beaucoup de ces fossiles, viennent en fait de collectionneurs privés, et que du coup, encore une fois, enfin moi je me sens... En lisant ça, je m'imagine un peu ces paléontologues qui se sont un peu sentis pris en otage entre le fait que
d'un côté, il faut quand même les publier, ces fossiles, et en plus, on a la chance que le collectionneur ouvre ses collections, donc je veux dire, on va pas ne pas sauter sur l'occasion de publier ce matériel, parce que, je veux dire, c'est des dinosaures en France, quoi, on en a pas tant que ça, donc il faut quand même les publier, quoi. Et c'est des théropodes en plus, c'est des grands carnivores, les mégalosauroïdes, les allosauroïdes, etc. C'est quand même des trucs impressionnants, donc il faut saisir cette opportunité, mais d'un autre côté, bah, vous êtes obligé de faire un truc qui est limite pas éthique du tout. Je limite pas éthique du tout, c'est un peu oxymoronique, mais voilà, vous êtes obligé de faire un truc qui est pas éthique, qui va être d'étudier du matériel qui va rester dans des collections privées, et du coup, tant que c'est dans des collections privées, bah ça risque d'être perdu, ça risque d'être vendu, il y a plein de risques en fait, que ce soit perdu pour la science. Je ne peux que être compatissant de mes collègues du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui ont dû se sentir un peu, qui ont dû avoir ce sentiment d'être pris un peu en otage par les collectionneurs, oui, vous pouvez l'étudier, mais non, ça reste chez moi. Et à mon avis, ce matériel aurait dû finir dans les collections du musée. Et non, les collections des musées sont pas juste des endroits où ils vont prendre la poussière. Les fossiles vivent dans les musées. C'est dans les collections qu'ils meurent. C'est dans les collections qu'ils meurent, d'une quasiment littéralement, parce que quand le collectionneur meurt, généralement les fossiles sont vendus aux enchères, sont donnés, sont perdus, jetés à la benne, ce que vous voulez. Parce qu'on perd l'information que le collectionneur avait dans la tête aussi quand le collectionneur meurt. Donc ça, c'est littéralement les fossiles en collection privée meurent. Et ensuite, le problème des collections privées, c'est que faut vraiment connaître qui est le collectionneur, avoir sa confiance pour qu'il vous ouvre ses vitrines. Faut avoir cette personne-là dans vos contacts, quoi. Alors que les collections publiques, vous googlez, vous le trouvez, et c'est fait en 2 secondes. Faut sauter cette image de la tête du musée qui laisse les choses s'empoussiérer dans ses collections. C'est pas comme ça que ça marche. Sans transition, on va passer aux primates. Bah oui, on va pas faire un Paléonews sans parler un peu de singes. Donc aujourd'hui, niveau primates, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on a cette étude parue dans la revue respectable PLOS ONE, qui utilise des techniques de reconstruction faciale de type le même type que ce qu'ils utilisent en police scientifique pour reconstituer la face à partir des crânes qu'ils retrouvent. Donc c'est basé sur des mesures, etc. Et donc en utilisant ces techniques et en les appliquant à la fois aux humains et aussi aux singes modernes, ils trouvent une très forte corrélation justement entre l'os et la viande de la face. Et cette forte corrélation entre la position des os et la viande qu'on trouve sur la face, leur permet de reconstituer justement la forme du nez et des lèvres chez les primates modernes, donc chez les grands singes modernes. Et donc en partant du principe que ça fonctionne bien chez les espèces modernes, ils appliquent ça aux fossiles. Et donc ça nous donne ceci. Donc ici on a les australopithèques avec la Australopithecus africanus, avec son nez très très proche de celui d'un singe. Australopithecus sediba, dont on voit ici le museau très court, donc qui fait penser pour plusieurs gens que Australopithecus sediba serait en fait un représentant du genre Homo. On a ici les paranthropes, donc Robustus et Boisei. Et puis là, on a les représentants du genre Homo, avec les plus anciens représentants du genre Homo habilis ici, avec, vous voyez le nez dont il reconstitue en fait la présence d'un cartilage qui commence à faire ressembler le nez à un nez d'humain moderne. Homo ergaster, donc l'Homo erectus africain, là qui commence vraiment à avoir un nez fortement humain. Ici, Homo naledi. Là, vous avez Kabwe, donc Homo rhodesiensis ou Homo heidelbergensis en fonction, ou Homo bodoensis, selon la terminologie que vous voulez employer, mais en tout cas, voilà, le pré-humain le plus proche d'Homo sapiens qu'on puisse l'être, où là, on a vraiment un nez qui commence à avoir une belle arcade saillante, comme chez Homo sapiens, et là, vous avez Néandertal, qui là, pour le coup, avait vraiment un nez fortement développé, avec cette grosse arcade ici, nasale, qui donne un peu ce nez très fortement aquilin. Donc là, c'est une belle étude quand même qui permet de reconstituer la face de nos ancêtres avec une précision quand même, et puis une qualité graphique, je trouve, assez ouf. Et donc on voit bien la transition en fait du nez de singe vers le nez humain qui a eu lieu chez les premiers représentants du genre Homo.
On reste chez les grands singes, mais cette fois les grands singes fossiles. Donc on n'est pas exactement dans la lignée humaine, on est un petit peu avant la lignée humaine, chez les grands singes. Et cette étude donc qui nous propose une grande revue phylogénétique en fait de tous les grands singes connus fossiles. Donc c'est paru dans Journal of Human Evolution, encore un journal très très respectable. Et il y a plein d'analyses phylogénétiques qui ont été réalisées dans tous les sens, avec plein de combinaisons possibles. Alors c'est très bien résumé dans une figure finale, voilà, que je vous présente ici. Alors je sais que je suis le premier à gueuler à chaque fois dès qu'il y a une phylogénie dessinée à la main, mais ça c'est la figure synthétique de toutes les autres phylogénies qui ont été faites au-dessus. Vous voyez qu'il y en a eu plein. Donc ils ont essayé de faire une figure qui synthétise un peu toutes les hypothèses ensemble, donc même si c'est dessiné à la main, ça représente quelque chose. Et donc, cette figure synthétique qui résume un peu toutes les analyses phylogénétiques qu'ils ont fait juste avant, on peut voir qu'il y a encore plein de points d'interrogation. Bah évidemment, tous les résultats phylogénétiques n'ont pas concordé vers un seul résultat cohérent, mais en commençant par les homininés, donc on voit les homininés Homo australopithecus ici, Pan et Gorilla qui sont leurs groupes frères, donc le chimpanzé, le gorille sont leurs groupes frères, là, et donc ça veut dire que ce nœud-là, voilà, vous avez le gorille qui est africain, le chimpanzé qui est africain, Australopithecus et Homo qui sont africains, donc là, on a vraiment un clade, ici, qui est 100% africain. Et là où ça devient intéressant, c'est que là, on a des Européens ici, Uranopithecus et Grecopithecus. Je sais pas si vous vous rappelez, Grecopithecus, c'est celui qui a été découvert il y a pas si longtemps que ça, et puis c'est juste une mâchoire pas très très jolie d'ailleurs, et puis il y a une prémolaire qui vient de Bulgarie, la mâchoire pas très jolie qui vient de Grèce et qui donne son nom Grecopithecus, et la prémolaire qui vient de Bulgarie je crois, et qui avait été proposé comme étant the ancêtre des êtres humains, et du coup ça voulait dire que the humains ils étaient d'origine européenne. Bon bah non, là vous voyez, les êtres humains ils sont là, et Grecopithecus il est loin. Il est loin, et il forme un clade avec Uranopithecus, donc ce qui n'est pas une énorme surprise, puisque Uranopithecus, ça fait longtemps qu'on pense qu'il est relativement proche donc des chimpanzés, des gorilles et des humains, et on sait qu'il est européen, donc là on a Grecopithecus qui finit aux côtés des Uranopithecus. D'ailleurs, Grecopithecus a été pendant un temps synonyme d'Uranopithecus, donc c'est vous dire si on s'attendait à ce qu'il soit proche. Donc tout ça pour dire que là, on a un clade européen, donc on a le clade européen, groupe frère d'un clade africain, et au milieu de ça, on a Nacalipithecus, qui est un représentant africain des grands singes, et donc qui, selon les analyses, va se brancher avec le clade européen ou avec le clade africain. Donc en général, ça donne un arbre qui est quand même assez cohérent géographiquement, et puis qui teste enfin l'hypothèse phylogénétique de Grecopithecus, parce que je le rappelle, moi depuis le début, j'arrête pas de dire, ils ont balancé l'idée que Grecopithecus était un grand singe apparenté à Homo en Europe, sans jamais réaliser d'analyse phylogénétique. Et comme j'arrête pas de le dire, déclarer ça, c'est comme donner les résultats d'une équation sans jamais faire les calculs. Ça n'a aucun sens. Ça n'avait pas de sens, c'était une opinion balancée comme ça. Bon, maintenant, l'opinion a subi le test, les analyses phylogénétiques soutiennent que Grecopithecus n'a rien à voir avec Homo, Australopithèque, le chimpanzé et le gorille, et le chimpanzé, le gorille et les humains ont tout à voir les uns avec les autres dans ce grand clade qui est définitivement d'origine africaine. Voilà. Donc la seule question c'est est-ce qu'on est en Afrique ici en fait par rapport à la question de Nacalipithecus. La seule question est de savoir est-ce que l'ancêtre en commun de Grecopithecus, du gorille, du gorille, du chimpanzé et des humains, est-ce que cet ancêtre-là est d'origine africaine ou pas? L'idée d'une origine des grands singes en Asie, elle est pas complètement stupide. Voilà. Mais par contre, les hominidés, à savoir Gorilla, Pan et les homininés, là par contre, c'est définitivement africain. Et on va parler un peu plus maintenant d'invertébrés, nos amis les invertébrés, qu'à chaque fois je néglige un petit peu pendant mes Paléo News, mais on a eu des bonnes nouvelles au niveau des invertébrés. D'abord un article de Nature Communication, donc gros article, sur un nouveau mollusque, un mollusque céphalopode qui nous vient du Carbonifère du Montana. Et ce mollusque, ce n'est pas n'importe quel mollusque, puisqu'il s'agit d'un très très beau fossile, vous voyez, de poulpe préservé, vous voyez, tout le tissu mou magnifiquement préservé ici. Donc là, vous avez le manteau, et là, vous avez les tentacules et les bras.
Et donc ce qu'il y a d'intéressant avec cet animal, bah, c'est que le corps est tout mou, ce qui indique qu'il a une forte affinité avec nos pieuvres et nos poulpes actuels. Par contre, ici vous voyez les bras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bras en tout, et vous avez 2 longs tentacules. Donc en tout, il y a 10 appendices sur cet animal. Donc vous avez le corps mou des pieuvres, enfin des poulpes, avec les 10 bras des calmars. Et donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que on a dans cette phylogénie des céphalopodes, c'est très bien résumé, on a là les nautiloïdes, donc les nautiles, etc., qui divergent dès la base de l'arbre, dès l'origine des céphalopodes au Cambrien, et donc ils ont des coquilles, et donc là vous avez la coquille qu'on appelle le phragmocone, qui est conservé ici chez les ancêtres de ce qui va être l'ancêtre en commun des calamars et des pieuvres, que vous voyez là. Donc là, vous avez la pieuvre classique, j'ai envie de dire. Là, vous avez la pieuvre d'Embo, là, celles qui ont les oreilles sur le côté, là. Et là, vous avez les vampiromorphes, qui sont ces espèces de pieuvres un peu bizarres qui vivent dans les hauts fonds, qui sont toutes rouges, qui ont des pointes à la place des ventouses, et qui ont une espèce de membrane qui relie les bras entre eux. Donc les bras sont reliés par cette espèce de membrane qui donne cet aspect de cape, et comme ils sont tout rouges, ça fait penser à Dracula. Et en plus, il y a ces pointes hyper gothiques à la place des tentacules qui donnent un aspect très vampirien, très Dracula à cet animal, d'où son petit nom. Et donc ces animaux-là, eux, n'ont plus de coquilles, c'est ce qui est représenté ici en bleu. Il n'y a plus du tout de coquilles chez ces animaux-là. Mais à la base, tout le monde avait une coquille, les nautiloïdes et les ancêtres des pieuvres et des calmars. La coquille a été conservée chez les bélemnoïdes, donc chez les bélemnites, donc le phragmocone, c'est ce qu'on appelle le phragmocone, qui était en plus chez les bélemnoïdes supplémenté par un rostre, donc un rostre qui venait en plus par-dessus le phragmocone. Donc ça, c'est ce qu'on connaît chez les bélemnites, et les bélemnites sont de proches parents des calamars, que vous voyez là, qu'on appelle les décabranches. Ils ont 10 appendices, 8 bras et 2 tentacules, 2 longs tentacules. Donc, mais par contre, les calamars, ils ont perdu leur coquille. Les calmars, ils ont un petit résidu de phragmocone qui s'appelle la plume. Vous avez certainement entendu parler de ça. Donc, et puis vous avez leurs cousins, les sèches, qui évidemment ont l'os de sèche, qui ressemble beaucoup. D'ailleurs, c'est une version plus grosse de la plume des calmars. Mais c'est un événement convergent avec les pieuvres et les poulpes parce que justement ils sont proches parents des bélemnites qui eux conservaient une coquille. Donc à côté de ça, on a cet autre clade qui a divergé des calamars et des bélemnites et qui a donné donc naissance à nos pieuvres et nos poulpes. Et donc tout à la base de cet arbre, on avait autrefois Idaho-Teuthis, donc qui venait aussi d'Amérique du Nord, comme son nom l'indique, qui datait du Trias, ce nouveau fossile-là. Eh bien, il pousse l'origine de tout ce beau monde jusqu'au Carbonifère. Donc là, on était au Trias, on a sauté le Permien, on atterrit direct au Carbonifère. Juste pour vous montrer, notre Proteroctopus national, là, celui qui vient d'Ardèche, et qui est très très bien préservé, là, le joli petit poulpe bien préservé d'Ardèche, de la Voulte-sur-Rhône, il est là. Donc c'est déjà un proche parent des vampiromorphes. Donc là, Silipsimopodie, il indique, il a déjà plus rien. Voilà, il n'y a plus de phragmocone, il n'y a déjà plus rien, il n'y a même pas de plumes, et c'était déjà le cas au Carbonifère, donc ça indique quand même une origine très 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 profonde, et ça repousse l'origine des ancêtres des poulpes et des pieuvres très très loin dans le passé, très très loin dans le Paléozoïque, alors que jusque-là on restait dans le Mésozoïque avec Idaho-Teuthis. Donc c'est quand même un progrès non négligeable. Et le deuxième truc à propos de Silipsimopodie, c'est que contrairement aux octopodes, il a 10 bras, enfin il a 8 bras et 2 tentacules, donc ce qui montre en fait que la condition qu'on voit chez les calmars actuels est en fait une condition ancestrale probablement pour tous les coléoïdes, donc pour tout ce qui est de ces céphalopodes sans coquille, enfin à phragmocone relativement réduit. Donc c'est quand même une découverte super intéressante, et qui repousse l'origine, comme ils le disent, ça repousse l'origine de tout ce beau monde d'à peu près 81 millions d'années.
enfin 82 millions d'années d'ailleurs, si on arrondit correctement. C'est quand même un bond dans le temps, ça vous comble, on va dire, une lignée fantôme de façon assez magistrale. On continue avec les invertébrés, et maintenant on parle de petits bivalves qui ont été retrouvés à l'intérieur de la Vénus de Willendorf. Donc la Vénus de Willendorf, c'est cette Vénus-là. Donc cette Vénus-là, elle a 30 000 ans, mais par contre elle a été taillée dans une roche qui, elle, avait des millions d'années évidemment. Les fossiles qu'il y a à l'intérieur de la Vénus, ces petits bivalves dont je vais vous parler, qui ont été retrouvés à l'intérieur de la Vénus, ne sont pas des bivalves qui datent de la même époque que la Vénus, ils sont évidemment beaucoup plus vieux. La Vénus elle-même a environ 30 000 ans. Les bivalves qui sont à l'intérieur, vous voyez, dont vous pouvez voir ici, ils ont été retrouvés grâce à un scanner. Donc on les a passés au rayon X, et grâce à ça, on a retrouvé plein de petits fragments de bivalves, dont celui-là qui est très joli et identifiable, puisqu'on a encore son articulation. Donc il appartient à la famille des Oxytomidés. Et ce qu'il y a d'intéressant, donc, c'est que grâce à ces bivalves, et à d'autres éléments comme les zoolites, alors les zoolites, c'est des boules, c'est des boules dans la roche, on les voit, hein, elles sont partout, là, je veux dire, tous les petits points, là, ce sont des zoolites. On les voit aussi là, tous ces petites boules que vous voyez là. Ça s'appelle des zoolites. Des oolites, voilà, pour ne pas faire la liaison, que ça s'appelle pas des zoolites, ça s'appelle des oolites. Voilà. Donc ces oolites sont des petites boules qu'on retrouve dans la roche. Alors, elles peuvent être d'origine algaire, elles peuvent être de plein d'autres origines différentes. C'est même pas forcé d'être des fossiles, en fait, ces zoolites, mais leur distribution, leur taille, etc., montrent qu'en fait, la Vénus, donc là, vous voyez, c'est un diagramme de la distribution, en fait, de la taille et de pattern de distribution, de la densité de distribution de ces zoolites dans la roche, permet, en fait, de placer la Vénus, ici en vert, sur ce diagramme. Donc c'est une ACP assez classique. Et en fait, ça place notre Vénus à côté, ici, d'un site qui s'appelle la Sega Diala. Donc ces zoolites nous indiquent en fait que la Vénus a été probablement fabriquée à partir d'une roche qui provenait d'Italie. Donc la Vénus de Willendorf, ici, c'est de là que vient Willendorf, a probablement été fabriquée à partir de roches des Alpes italiennes, donc de la Sega Diala, ici. Et ça, c'est cohérent avec les fossiles qu'on retrouve à l'intérieur, puisque ces Oxytomidés, on les retrouve aussi dans ces mêmes roches. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Ça montre justement comment la géologie et la paléontologie peuvent interagir avec l'archéologie pour permettre de retracer des voies commerciales. C'est exactement ce qu'ils ont tracé là, voilà. Les deux voies commerciales possibles qui ont permis, en fait, d'amener la roche de la Vénus depuis son point d'origine jusqu'au point où on l'a découvert dans le registre archéologique à Willendorf. Donc ça, c'est quand même un bel exemple de science collaborative, un bel exemple, j'ai envie de dire, de multidisciplinarité. Donc la géologie qui travaille avec la paléontologie, qui travaille avec l'archéologie pour nous offrir une belle histoire, publiée dans Scientific Reports, donc publiée quand même à juste titre dans une revue prestigieuse. Et on va terminer sur une note de légèreté avec le Musée d'Histoire Naturelle de Tokyo qui nous propose une exposition Pokémon fossiles. C'est quand même super cool. Alors évidemment, il y a plein de vidéos qui ont été faites sur les fossiles, enfin les Pokémon qui ont été inspirés par des vrais fossiles. Le musée de Tokyo transforme ça en réalité en reconstituant bien les fossiles, en reconstituant les squelettes de ces Pokémon fossiles. Donc je connais pas les noms, pour être tout à fait honnête. Je me suis arrêté à la première génération. Je suis moi-même un dinosaure du gaming. Mais bon, je veux dire, c'est assez évident, voilà, le rapport qu'il y a entre certains de ces Pokémon. Donc voilà, là il s'appelle Tyrantrum en anglais, je suis pas sûr du nom en français, mais vous voyez, ils ont quand même fait une belle exposition en mettant à chaque fois en parallèle du coup le Pokémon. Alors là par exemple vous avez ce Pokémon avec son équivalent fossile, le Triceratops ici. Donc si vous voulez, il y a cette page là qui est en français, j'ai réussi quand même à trouver une page qui en parlait en français, donc je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller lire, et si ça vous intéresse et que vous avez un billet d'avion à perdre, vous pourrez aller visiter ça. Voilà, c'était Paléo News, je vous remercie de l'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'ancien, et je vous dis à très bientôt.